suis célibataire, j'ai pas de responsabilité. C'est clairement un objectif pour moi un jour. Ça fait aucun sens pour moi. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Q&A. J'aime ça filmer ce genre de vidéo là quelques fois par année pour m'asseoir, répondre à vos questions puis vous jaser. Fait que j'ai demandé sur mon Instagram de me poser vos questions. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, j'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer les occasions comme celle-là d'interagir avec mes vidéos. Un gros merci à tous ceux-là qui ont envoyé des questions. J'en ai reçu beaucoup donc je pourrais pas toutes y répondre aujourd'hui. Mais j'en ai sélectionné plusieurs et je les ai divisées en catégories. Donc on va y répondre aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À mettre un like si vous avez Q&A et c'est parti. On va commencer par la catégorie vie personnelle parce que ça englobe vraiment plusieurs questions. Des fois je sais pas dans quelle catégorie les mettre. Fait que j'en ai inclus plusieurs ici. Premièrement, on me demande quels sont tes objectifs pour l'année 2025, que ce soit dans ma vie personnelle, dans mon travail, tout ça. C'est quelque chose que j'ai déjà discuté dans ma vidéo Reset que j'ai filmée plus tôt cette année. Je vous ai montré mon bingo que j'ai fait pour 2025 et c'est là-dedans que j'ai inclus tous mes buts dans toutes les catégories. Fait que si ça vous intéresse de m'entendre parler de mes objectifs, de vous présenter qu'est-ce que j'ai comme but cette année, je vais vous inviter à aller voir cette vidéo-là parce que j'en ai déjà parlé, fait que je veux pas me répéter plusieurs fois. Ton top 3 de livres préférés, je trouve vraiment que cette question-là est difficile parce que plus je lis, plus j'ai des livres qui pourraient facilement s'intégrer dans cette question-là. Je vous dirais que mes 3 préférés de la dernière année, c'est Just for the Summer de Abby Jimenez, qui est une lecture tellement bonne de romance que j'ai adoré. Beach Read, encore une fois, qui est une romance un peu plus d'été de Emily Henry. Et une lecture très récente que je sais pas pourquoi j'ai pas faite avant, plein de gens m'avaient recommandé ce livre-là, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui est encore une fois une romance un peu on pourrait dire, mais plus fiction historique, vraiment bon. Je vais pas tout dire ça a rapport avec quoi parce que je vais pas spoiler si vous l'avez pas lu encore, mais je le conseille, c'est vraiment 3 bonnes lectures ces 3 livres là. On m'a demandé si tu pouvais lancer ta propre marque, à quoi ressemblerait-elle? Puis je trouvais que cette question là était vraiment pertinente parce que si vous êtes des OGs, que vous êtes là depuis vraiment longtemps, vous savez que ça fait presque 10 ans, peut-être même plus, que je réponds dans les Q&A que un jour je veux lancer ma propre entreprise, que je veux être entrepreneur, je sais juste pas quoi encore. Ça mijote encore dans ma tête, évidemment en ayant étudié en administration, puis en ayant cet objectif-là depuis des années, c'est clairement une réflexion quotidienne. Je pense que j'ai pas encore eu cette idée-là, cette chose qui va vraiment m'allumer, qui va me donner le feu de vouloir me lancer en entrepreneuriat parce que c'est tellement tough d'être entrepreneur. C'est tellement pas tout le monde qui réussit, puis il faut vraiment être fait fort pour se lancer en affaires. Fait que j'attends d'avoir cette idée-là, cette chose qui va vraiment me motiver, qui va me donner le goût de me lancer dans le vide un peu. Je pense que ça va être dans une couple d'années, pas maintenant parce que premièrement j'ai pas eu cette idée-là encore, deuxièmement je préférerais travailler encore une couple d'années puis d'avoir une stabilité dans une autre entreprise que la mienne, mais éventuellement c'est sûr que quand je vais avoir une idée puis que je vais savoir à quoi ça ressemble, c'est clairement quelque chose sur lequel je vais commencer à travailler. Fait que pour l'instant je pourrais pas répondre à cette question là, mais c'est clairement un objectif pour moi un jour. Dernière question dans la catégorie vie personnelle que je trouvais vraiment pertinente puis que je voulais répondre aujourd'hui, prendre le temps d'en jaser. Comment te sens-tu par rapport au fait que t'as jamais été en couple à 24 ans? C'est quelque chose que j'ai déjà discuté, abordé dans le passé. J'ai fait des vidéos dédiées quand j'étais un petit peu plus jeune par rapport à comment je me sentais d'être célibataire encore à 18 ans, à 20 ans. Puis honnêtement, ça me dérangeait beaucoup plus à cet âge-là quand j'avais comme 19-20 ans. C'était vraiment quelque chose que je pensais quotidiennement, qui me dérangeait. Je me demandais si c'était normal que j'étais encore célibataire à cet âge-là. Je me demandais si ça allait m'arriver un jour. Puis honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange en ce moment autant que ça me dérangeait il y a 4-5 ans. C'est certain qu'un jour j'aimerais ça partager ma vie avec quelqu'un puis je vais être vraiment contente quand ça va arriver, mais pour le moment, avec du recul, je suis vraiment contente d'avoir vécu ces années-là comme formatrice de ma vingtaine toute seule. Puis ça m'a permis de bâtir une vie dont je suis vraiment fière, puis d'avoir appris à me connaître, de savoir qu'est-ce que je veux dans la vie, puis je suis vraiment contente de ça parce que je sais que c'est vraiment une chance que j'ai, puis c'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Fait que j'essaie de le voir avec ce côté positif là. Je le sais qu'il y a des personnes qui peuvent regarder ma situation puis avoir un peu pitié de moi ou se dire oh mon dieu c'est donc bien triste que elle est célibataire à 24 ans, mais je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de ces gens là qui sont en couple et qui restent en couple parce qu'ils ont peur d'être seuls, sont pas nécessairement heureux dans cette situation là, et je préfère attendre de trouver cette personne là qui va comme vraiment ajouter à ma vie puis qui va rendre ma vie meilleure plutôt que me dépêcher puis settle pour quelqu'un juste parce que peut-être les gens vont me juger ou vont trouver que c'est bizarre d'avoir comme pas été en couple à 24 ans. Pour vrai, je trouve que ma situation est meilleure puis je préfère
être vraiment heureuse dans ma vie puis que ça soit un bonus plutôt que genre ajouter quelqu'un qui va pas nécessairement rendre ma vie complète. Tu sais, je suis tellement bien présentement, pourquoi je settle pour quelqu'un qui va pas rendre ma vie meilleure? Ça fait aucun sens pour moi. Finalement, il restait une question auquel je voulais répondre dans cette catégorie-là. Est-ce que tu crois retourner aux études un jour? Puis je tiens quand même à y répondre parce que c'est une question que je reçois dans tous les Q&A, mais je sais que ça pourrait vraiment être pertinent d'entendre si vous êtes à la fin de vos études, si vous avez des doutes présentement. Moi, quand j'étais à la dernière session de mon bac, il restait quelques semaines, j'étais genre en breakdown, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Plus ça avance, moins j'ai le goût de retourner à l'école, plus je suis confiante dans ma décision. Au tout début, j'étais comme, oh regarde, c'est une option, si je veux retourner, l'école va toujours être là, puis c'est le cas, l'école va toujours être là si ça me tente d'y aller, je peux y aller à temps plein, je peux y aller à temps partiel. Plus ça avance, plus ça fait longtemps que j'ai cette liberté-là, que j'ai plus de temps libre, c'est incroyable. Pourquoi je voudrais retourner à l'école, à moins que ça ajoute vraiment quelque chose à mon salaire ou que ça me permette d'accéder à un poste que j'aurais pas accès seulement avec mon bac? Pour vrai, je vois pas de positif présentement, comme il y a plus de négatifs que de positifs. Faudrait que je paye ces études-là. J'apprendrais littéralement les mêmes choses que j'ai appris dans ma technique et mon bac, parce que oui, j'ai fait deux choses vraiment spécifiques dans le même domaine. Je trouvais déjà au bac que j'apprenais pas beaucoup, puis j'apprends beaucoup plus au travail dans ma vie de tous les jours que j'apprendrais sur les bancs d'école, j'ai l'impression. Fait que peut-être qu'un jour, on dit jamais jamais, mais plus j'en parle avec des amis qui font la maîtrise en ce moment, tout ça, ça me confirme que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, puis plus ça avance, moins j'ai le goût de retourner à l'école. Maintenant, si on passe à la catégorie voyage, qui est définitivement ma catégorie préférée, la question qui est revenue le plus et de loin, ta prochaine destination voyage / as-tu un voyage de prévu pour 2025? J'aimerais vraiment vous dire que j'ai un voyage de prévu en ce moment, c'est pas le cas, il y a pas de billets qui sont bookés, mais il y a des choses qui se dessinent tranquillement. Et j'aimerais définitivement retourner en Europe cette année. J'ai l'argent pour, j'ai les vacances, je suis célibataire, j'ai pas de responsabilité. Pourquoi pas? Ma difficulté en ce moment, c'est de décider où je vais parce que je risque d'être toute seule pour ce voyage-là. C'est pas mon plan idéal, j'aurais vraiment aimé ça avoir quelqu'un avec moi. Peut-être que ça va arriver, who knows. Mais si je suis toute seule, c'est sûr que ça change un peu mon plan de match parce que je vais pas nécessairement faire les mêmes choses si je suis solo ou accompagnée. Présentement, je regarde vraiment pour l'Albanie qui a l'air une destination tellement incroyable. Si jamais il y en a qui ont visité l'Albanie, laissez-moi vos recommandations. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est un pays qui est vraiment moins touristique que beaucoup d'endroits que j'ai visités. Et le niveau de difficulté que je m'ajoute cette année, c'est que j'aimerais vraiment visiter un nouveau pays en Europe que j'ai pas visité encore. C'est pas obligatoire, c'est juste comme une petite touche que j'aimerais ajouter à ce voyage-là. Et j'ai quand même visité beaucoup de pays en Europe dans les dernières années. J'ai été vraiment chanceuse. J'ai visité le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Croatie, l'Allemagne, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Je pense que j'en ai pas oublié. Fait que j'aimerais visiter un autre pays que ça. Possiblement l'Albanie, ça pourrait être vraiment cool. Sinon Malte, je regarde un peu. J'aimerais éventuellement vraiment visiter la Grèce, mais peut-être pas cette année. Peut-être que je me garderai ça pour l'année prochaine. Fait que si vous avez des recommandations d'une destination qui se fait bien solo. Il n'y a rien de confirmé encore, comme j'ai dit, il n'y a pas de billet d'acheter, mais c'est très possible que je sois déjà en Europe pour le travail cet automne. Fait que tant qu'à y être, ça ferait beaucoup plus de sens de comme rester puis justement visiter un pays qui est proche de ma destination. Fait que je regarde ça, il n'y a rien de booké en ce moment. Mais ouais, c'est clairement quelque chose que je veux faire cette année. Puis j'ai vraiment le goût de visiter l'Europe encore. La difficulté, c'est de choisir où. Parlant de mes autres voyages, on m'a demandé si je devais recommander une seule destination que j'ai visitée jusqu'à présent, ça serait laquelle? Là, je vais tricher parce que je peux pas juste choisir une destination, puis juste en choisir deux, je trouve ça vraiment difficile. Et je dirais définitivement l'Italie puis la Croatie, c'était comme mes deux coups de cœur. Je me suis vraiment sentie à ma place dans ces pays-là. C'est même pas des pays où je parle la langue, mais j'ai tellement trouvé que c'était le fun, c'est tellement des beaux paysages. L'Italie, 1000 points pour la bouffe, j'ai jamais aussi bien mangé qu'en Italie. Malheureusement, vu que ça a été un des premiers pays que j'ai visité en Europe, je vais toujours comparer avec la bouffe de l'Italie qui sera jamais égale, c'est vraiment impossible à atteindre. Sinon les paysages de la Croatie, incroyables, malgré le fait que c'était une destination qui était très coûteuse. Une fois rendu là-bas, tout était vraiment cher. Si j'avais à choisir deux destinations, c'est celle-là que je recommanderais. Maintenant, si on passe à la catégorie travail, on m'a demandé en quoi consistait mon travail exactement. Puis je trouve que c'est une bonne question parce que je l'ai déjà expliqué, mais c'est quand même flou. Si je fais juste dire mon titre, si je dis que je suis chef de projet en marketing d'influence, peut-être que ça veut pas dire grand-chose.
En gros, je suis vraiment l'entre-deux entre les marques et les influenceurs et c'est moi qui organise les campagnes d'influence. Quand vous voyez vos influenceurs préférés faire des contenus en collaboration avec les marques, ça peut être directement avec les marques qui ont travaillé, mais souvent c'est avec des agences. Fait qu'on reçoit le brief d'une marque qui nous dit qu'est-ce qu'ils veulent faire pour leur campagne, c'est quoi qu'ils veulent passer comme message, c'est quoi leurs objectifs et par la suite on fait une stratégie. Moi je ne suis pas stratège, c'est mes collègues qui sont très talentueux qui s'occupent de ça et par la suite je vais contacter des influenceurs, on organise les campagnes, les contenus, on approuve tout ça. Quand vous voyez du contenu sur les plateformes des influenceurs, souvent il y a beaucoup de travail derrière qui a été fait pour organiser ces campagnes-là. Ma job c'est beaucoup de courriels, d'échanges avec les marques, avec les influenceurs, beaucoup de back and forth pour que ces contenus-là se réalisent. Fait que j'aime bien ça. C'est une job tellement spécifique qui n'existait pas il y a quelques années. Quand j'ai commencé l'école, ça commençait. Fait que clairement que c'est quelque chose que je reçois beaucoup de questions, je comprends la curiosité, puis j'aime vraiment ça. Fait que voilà, en gros c'est ça ma job. Par rapport à mon travail, on m'a aussi demandé, tu changes parfois d'équipe au travail, pourquoi? Est-ce que les équipes changent beaucoup en agence? Ça, j'imagine que ça dépend des agences, ça dépend des timings, mais en général, les agences sont connues pour avoir quand même un roulement. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent quand ils sont quand même jeunes dans leur carrière en agence, puis c'est assez tough, il y a quand même de la pression, c'est assez intense de travailler avec beaucoup de clients, fait que c'est pas pour tout le monde. En général, il y a des gens qui commencent, qui travaillent quelques années en agence, puis par la suite, ils vont travailler soit directement en entreprise ou pour une autre agence. C'est quand même assez commun que les gens restent 1 à 2 ans, des fois 3, même moins. Il y a des gens qui vont travailler en influence puis ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Dans mon cas, c'est arrivé 2 fois dans la dernière année où j'ai comme changé d'équipe de travail et par la suite des personnes ont quitté, ce qui a fait que j'ai rechangé d'équipe. Fait que c'est vraiment pas si commun que ça. C'est juste mon cas particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi, qui sont là depuis le même temps que moi, qui n'ont pas nécessairement changé d'équipe. C'est juste que mes deux comme chefs d'équipe ont quitté, donc c'est ce que ça a fait. Mais il y a vraiment des agences où il y a un plus gros roulement, ça dépend. C'est quelque chose qui arrive. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent pendant comme des dizaines d'années dans la même agence, comme ils feraient en entreprise. C'est juste que ça dépend de ton cas particulier. Et dans mon cas, c'est comme arrivé 2 fois dans le même été. On m'a aussi demandé comment je fais pour avoir un équilibre travail-vie personnelle en étant toujours en télétravail. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai abordé dans le passé puis qui est tellement important pour moi que je veux en parler parce que c'est vraiment tough. Si vous faites du télétravail en temps plein, vous savez comment c'est difficile. Surtout, j'habite dans un 2,5, je n'ai même pas de bureau, de pièces séparées. Ce serait vraiment facile de comme fermer ma porte à la fin de la journée si j'avais une pièce puis de juste dire comme hey, ça va aller à demain. Je pense que c'est beaucoup plus simple de faire ça ou quand vous travaillez dans un bureau de juste dire j'ai quitté le bureau, ma job est terminée pour la journée. Pour moi, il y a eu vraiment un genre de turning point, on pourrait dire, à l'automne 2023 où ça allait plus. Je trouvais que mon équilibre travail-vie personnelle était pas du tout présente. J'avais de la difficulté à comme pas répondre aux appels de mes clients le soir, à pas regarder mes courriels parce que j'ai littéralement mon ordi qui est juste là. Tu finis ta journée mais ton équipement est là, la job est toujours dans ta tête. T'étais littéralement au même endroit il y a genre 20 minutes mais ta journée est terminée. Fait que la séparation est vraiment difficile. D'aller consulter puis d'en parler avec une psy de l'anxiété que ça m'apportait, ça m'a vraiment aidé. Peut-être pas la chose pour tout le monde, mais dans mon cas, ça m'a vraiment aidé de juste en parler. C'est peut-être vraiment simple aussi, mais comme quelque chose que je me répète quand je suis stressée, c'est hey, c'est juste du marketing. Comme oui, tu veux faire ton travail le mieux possible, je sauve pas des vies. C'est ça que j'aime me rappeler des fois. Un petit truc qui m'a vraiment aidé, qui est vraiment simple aussi, c'est de mettre un mode concentration qui est programmé les soirs de semaine pour que je ne reçoive pas de notifications de courriel à partir d'une certaine heure. Quand ma journée est finie, je ne reçois plus de notifications à moins d'aller checker, je vais pas les voir passer. Et à la fin de semaine, je me déconnecte tout simplement de mon email de job. Si jamais il y a des urgences, les gens peuvent m'écrire par texto. Comme j'ai dit, c'est pas tant urgent que ça. Fait que ouais, ça m'a beaucoup aidé ces petits trucs-là, puis de me rappeler que je sauve pas des vies. C'est vraiment juste du marketing, c'est pas si grave que ça. Pour la dernière catégorie, on va parler finances. On m'a demandé si c'était dans mes plans de faire plus de vidéos finances et évidemment c'est clairement quelque chose que je veux faire. J'adore les finances personnelles, ça m'intéresse même si c'est vraiment pas ma job. J'ai pas étudié là-dedans. Mais j'aime ça jaser de finances personnelles, je pense qu'on n'en parle pas assez, surtout entre femmes, c'est super important. Fait que c'est définitivement quelque chose que je veux faire. D'ailleurs, j'ai gardé toutes les questions que vous m'avez posées par rapport aux finances pour une vidéo séparée où je vais répondre à vos questions finances. Fait que n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires si vous avez des questions que vous voulez que je réponde dans cette vidéo-là. Ça peut être sur n'importe quoi par rapport aux finances personnelles, fait que soit par rapport au budget,
par rapport à l'épargne, ce genre de choses-là, au crédit. N'hésitez pas à me laisser vos questions et je vais aussi faire une story sur Instagram dédiée, une boîte de questions pour ça. Fait que si vous voulez les laisser, qui sont pas publiques à tout le monde, n'hésitez pas à aller répondre à cette story-là. Elle va être en ligne au moment où la vidéo est en ligne. Fait que voilà, je vais garder ces questions-là pour une vidéo parce que je trouvais que c'était vraiment pertinent puis je voulais prendre le temps d'y répondre. C'est là-dessus que je vais conclure la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce Q&A. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser si vous avez des questions dans les commentaires sur n'importe quoi. Ça se peut que j'y réponde dans des futurs vlogs ou ma vidéo finance. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!